Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Gaël Guiton n'est pas avec nous, ça sera donc Koulsoum Le Hibou. Bonsoir. Et bonsoir à Jean-Louis Rabou. Bonsoir. On va parler de l'ouvrage de Jean-Louis Rabou, Itinéraire, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors Koulsoum, je vous laisse présenter votre invité. Alors, on est avec Jean-Louis Rabou pour Itinéraire, une géographie française. Jean-Louis Rabou, on ne vous présente plus, hein, vous êtes journaliste. Si, vous avez le droit. Vous avez une longue carrière. Vous êtes chez vous. Longue carrière de journalisme, d'auteur aussi, puisque vous avez sorti pas mal de livres chez Orphie. D'accord. Donc, celui-ci est le dernier, c'est ça ? Oui, c'est le dernier. D'accord. Alors, c'est le dernier livre. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire de ce grand-père et de son petit-fils et de cette transmission entre l'un et l'autre. C'est important pour vous de transmettre comme ça une culture, une vie, des histoires entre générations ? Bien sûr, oui. C'est déjà important que vous ayez apprécié et aimé. Je vous en remercie. Oui, c'est ça l'histoire. C'est raconter grosso modo 50 ans d'une vie française avec un arrière-plan, une géographie française bien singulière, puisque la France, elle est passée au XXe siècle par l'Indochine, elle est passée par l'Algérie, elle est passée par Madagascar, elle aurait pu passer, elle est passée par la Réunion, elle est passée par les Comores, et tout ça, donc ce grand-père, qui n'est pas toujours le grand-père, c'est parfois lui le petit-fils, raconte quelque part cette histoire française. Oui, donc ça c'était ce que j'ai beaucoup aimé. Et une autre question, donc ce petit garçon, il semble pas, il est curieux de ce que son grand-père lui raconte, mais il prend ça un peu à la légère, alors que le grand-père, lui, il est sérieux. Est-ce que c'est parce qu'il est en fin de vie ? Est-ce que c'est parce qu'il est très sérieux et il s'inquiète aussi sur le devenir de ce petit-fils et sur ce secret, parce qu'il y a un secret quand même familial. On ne dévoilera pas tout, mais il y a un secret. Il y a un secret de famille, comme dit-on dans toutes les familles françaises. Il y a un secret. Et ailleurs, il y a un secret. Non, le grand-père témoigne. Un grand-père, c'est fait aussi pour ça. C'est un témoignage. Et l'enfant est forcément plus virevoltant. C'est pour ça qu'un arrière-plan aussi, il y a la géographie, il y a aussi le rugby. Parce que le rugby, c'est un jeu où le ballon est censé virevolter, etc. Donc il y a ces deux. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui raconte et un enfant qui écoute. Il y a un homme qui voit le monde évoluer, il y participe. Il y a un enfant qui regarde ça avec légèreté parce qu'il n'a pas... Parce que c'est un enfant. Parce que c'est un enfant. Il faut avoir un regard là-dessus ou se dire que, quelque part, il faut attendre de grandir avant de devenir sérieux. Oui, la question est intéressante parce que moi je pense qu'il faut garder l'enfant qu'on a en soi. Et c'est aussi ça, à mon sens, qui est en fond dans le bouquin, c'est restons aussi cet enfant que l'on a été. Restons-le le plus longtemps possible. Quelque part, ça aide à vivre. Ça pose la question de savoir, lorsqu'on a vécu, on voit le parcours de ce monsieur, est-ce que l'enfant n'a pas disparu trop tôt avec les effets de la guerre, avec une vie qui n'a pas été simple. L'enfant, lui, son petit enfant, on voit que il n'a pas connu la même vie. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il reste un peu léger, je dirais. Mais rester un enfant quand on a traversé des guerres, c'est pas simple non plus. Mais c'est peut-être la chance de notre génération, d'ailleurs la vôtre aussi bien que la mienne, c'est qu'on a eu la chance, le bonheur rare, de ne pas avoir connu de guerre, au moins sur le territoire français, puisqu'il y en a quand même qui l'ont connu, et souvent avec notre renfort. Je pense à l'Indochine, je pense à l'Algérie, mais sur le sol français, disons, qu'on a la chance rare de ne pas avoir connu la guerre. Voilà. Je continue. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important aussi, c'est que c'est le début du livre. Et d'ailleurs, l'idée du livre est venue comme ça. Elle est toute simple. L'idée, elle fait 3 lignes.
Elle fait 3 lignes, c'est le grand-père, et il se trouve que c'est une petite part autobiographique, je suis grand-père, et c'est de se dire, je ne saurai jamais ce que deviendra mon petit-fils. C'est ça. C'est-à-dire quand il aura l'âge d'être devenu quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire quand il aura 40, 50 ans. Je ne saurai jamais. Et pour moi, ça, c'est désolant. Oui. Pour moi, c'est une tristesse forte de savoir que mon petit-fils, je ne saurai jamais ce qu'il sera quand il aura 50 ans. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 10 ans. Ouais. Le mien a 2 ans. Ben voilà, nous ne saurons pas ce qu'ils seront devenus dans la force de Le mien, l'âge. il a que 4 ans. Et je trouve ça tragique. Et quelque part, moi qui ne crois pas au bon Dieu, ça serait une raison supplémentaire de ne pas y croire, de me dire, mince, je ne saurai jamais ce qu'est devenu mon petit-fils. Ça, c'est pour moi, et je ne plaisante pas, pour moi, c'est pas normal. Ouais. Quoi. Et cette question existentielle, que sera-t-il? Bon, donc perle le livre, hein, et que sera-t-il, que deviendra-t-il? Donc ça va perler comme ça le livre, et on va aussi avoir des mœurs, des reflets de la vie de 1950 jusqu'à 1900 à peu près grosso modo, 60. Voilà. Grosso modo, presque jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Donc la deuxième partie du XXe siècle. Ouais. Je reviens sur le fait de ne pas savoir. Là, il n'y a pas de question de religion, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire s'il a 10 ans aujourd'hui, dans 30 ans, on ne sait pas. Jean-Louis Rabou sera peut-être toujours là. Pour venir à Télécréole, il faudra venir me chercher. Et si je suis toujours là, j'inviterai Jean-Louis Rabou pour parler. Non, mais je reviens à ça. Je veux dire que l'expérience de vie aujourd'hui est très aléatoire et peut aller très loin. Oui. Je vais juste... Dans quel état regardez Daniel Cordier, qui a été le compagnon de Jean Moulin en 1942. Il est mort l'année de ses 100 ans, et je trouve qu'il avait quand même encore une Exactement, bonne... c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais il était le seul survivant. Ça montre quand même qu'il y a une date limite, qu'il y a une date de péremption, comme dirait. Je ne sais pas s'il y a un tirage au sort, donc j'ai pas. Mais c'est pour ça que je disais que quelque part, ce qu'on fait aujourd'hui, on trace la route et on essaye de tracer une belle route pour nos enfants et nos petits-enfants et ceux qui vont suivre. C'est la tâche ou la mission qu'on se donne aussi. Exactement. Mais c'est aussi raconter, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre. D'ailleurs, dans la seconde partie qu'on n'avait pas évoquée, j'évoque la question comorienne. C'est ça aussi le livre. C'est raconter ce qu'a été l'histoire française vécue par des populations françaises. L'histoire française en Indochine. Les Français sont allés en Indochine. Les Français sont allés en Algérie. Les Français sont allés à Madagascar, y compris en 1947, quand l'armée française, 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a utilisé des méthodes que même les nazis auraient peut-être hésité à employer. Il faut savoir qu'à Madagascar, donc en 1947, l'armée française a tué des dizaines de milliers de personnes. Voilà. Et donc le grand-père, alors je ne porte pas de jugement, hein, même si ça va de soi, mais je veux dire, le rôle du grand-père, c'est ça, c'est de raconter ce qu'un enfant, par la force des choses, ne sait pas. On parle de Madagascar, mais le comportement de l'armée en Algérie n'a pas été... non plus. Par exemple, voilà, ou le comportement de l'État français quand s'est posé la question du référendum aux Comores, où on a fait, je ne porte pas toujours de jugement, mais où on a fait qu'aujourd'hui cohabitent Mayotte et le reste des Comores, c'est-à-dire la 5e puissance mondiale qui voisine, et quand je dis voisine, on est entre frères, cousins et compagnie, qui voisine une des 5 nations les plus pauvres de la planète. Donc la 5e puissance mondiale, et on voudrait que ça se passe bien. On sait forcément que ça se passera mal. Et on se rappelle juste la révolte à Anjouan qui voulait quitter les Comores pour revenir dans les Girondes de la France. Ça montre bien que l'histoire de ce monsieur, ça colle toujours à une actualité qui n'est pas, bien sûr, qui n'est pas si ancienne que ça. Puis qui a laissé des marques, je veux dire, qui aurait pu d'ailleurs concerner la Réunion, parce que la Réunion, elle est là, quelque part, on a l'impression qu'elle est sortie, machin, mais elle aurait pu aussi passer à la trappe, hein, je veux dire, d'une façon ou d'une autre. Hein. Je pense que le choix de Madagascar de devenir indépendant a motivé la position de la France pour rester dans l'océan Indien aussi.
Oui, tout ça, c'est Oui, des jeux, j'allais presque dire, de c'est des grande jeux, puissance. c'est des jeux de chaises musicales, ou appelez ça comme vous voulez, je veux dire, mais la Réunion aurait très bien pu ne pas convenir, voilà. Et oui, moi je voulais revenir sur certains silences qu'on a. Il y a quand même des silences dans ce livre. Le silence de ces parents là qui sont en campagne en Allemagne et qui taisent l'histoire, les silences qu'ils ont dans leur couple, que ça aille mal ou bien, et ce grand frère là qui décède trop tôt, tout ce silence autour de ce livre questionne quand même, on se questionne pourquoi dans les années quand même 1950-60 on tait tant de choses aux enfants alors qu'aujourd'hui on est peut-être dans... Pas sûr. Non, je pense qu'on est toujours dans un monde du silence. Je parlais de Madagascar tout à l'heure. Madagascar, c'est très près de la Réunion. Qui connaît l'histoire de la relation franco-malgache ? Personne, et surtout pas les jeunes générations. Qui sait ce qui s'est passé en 1947 ? On n'en parle jamais. Qui sait que les nazis ont envisagé d'installer la population juive à Madagascar ? Personne. Qui raconte l'histoire du double référendum aux Comores ? Personne. Alors, à La Réunion, parfois, on a des tendances très xénophobes concernant le comorien ou le maoré ou le malgache, mais personne n'explique la réalité des choses, n'explique 1947 à Madagascar, n'explique le double référendum crapuleux aux Comores. C'est ça. On est dans le silence, comme la guerre d'Algérie est restée longtemps les événements d'Algérie, avant que ça devienne enfin la guerre d'Algérie. L'Indochine, plein de gens ne savent pas ce qui s'est passé, ni le pourquoi, ni le comment. On sait que les Américains ont été au Vietnam, mais on sait beaucoup de Français ne savent pas que les Français ont été en Indochine. Mieux que ça encore, déjà, quand on regarde l'histoire même de ce qui fait la Réunion aujourd'hui, même ça, ce n'est pas dit aux Réunionnais. Je veux dire, même ça, on n'a pas enseigné aux Réunionnais leur histoire. On a enseigné l'histoire de France. C'est ce qu'on fait à l'école. Mais à quel moment on enseigne l'histoire de la Réunion, l'arrivée d'Anne-Mousse, l'arrivée des portugaises plutôt? À quel moment le Réunionnais ignore déjà son histoire? Exactement. Comment il va savoir l'histoire de Madagascar? Exactement, mais je nuancerai quand même, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas eu la catastrophe qu'il y a eu à Madagascar, qu'il y a eu en Algérie, qu'il y a eu au Comores. Tout à fait. La Réunion, je dirais presque, elle est quand même bien... Non, elle a été protégée, je suis d'accord. Mais malgré tout, on a tout fait pour que le Réunionnais ignore son histoire. C'est vrai. Mais parfois, il y a une contradiction, parce que à la fois, on voudrait connaître cette histoire, mais en même temps, on est content d'être français. Alors j'ai tendance à dire, est-ce qu'en Auvergne, on explique à l'école, aux jeunes Auvergnats, l'histoire de l'Auvergne? On n'explique pas l'histoire de l'Auvergne, mais là je fais un peu pour vous provoquer. On explique pas aux jeunes Auvergnats l'histoire de l'Auvergne, on explique l'histoire de la France. Et à La Réunion, je trouve normal qu'on enseigne l'histoire de la France. Après, en effet, on pourrait expliquer quelque part l'histoire de La Réunion. Pourquoi pas? Mais ça aussi, il y a le rôle de l'école, il y a le rôle des parents, puis il y a le rôle, on en parlait tout à l'heure hors antenne, il y a la curiosité qu'on devrait tous avoir. On habite à La Réunion. Moi, récemment, j'ai enseigné pour une école de journalisme à La Réunion. J'avais demandé à des élèves qui ont Bac+2 minimum de dessiner la carte de la région. Mais figurez-vous que des Bac+2 réunionnais, même si je ne sais pas ce qu'est un réunionnais, mais enfin des gens qui habitent à La Réunion, souvent depuis longtemps, qui ont leur famille installée à La Réunion, m'ont mis, du moins, ne mentons pas, une élève m'a mis Madagascar à l'est de La Réunion. Donc là, c'est pas. Je pense que tout bêtement, c'est quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre, qui n'a jamais ouvert ses yeux et qui n'a pas eu la curiosité de s'intéresser à son propre territoire. Moi, j'ai grandi à Béziers, dans l'Hérault. Mais je veux dire, on n'a pas eu besoin de m'expliquer qu'à Béziers, il y avait des vignes qu'on jouait au rugby et que Béziers, c'était plutôt au sud de la France plutôt qu'au nord. Il y a une curiosité naturelle. Donc, nuançons, mais surtout, ne comparons pas le bonheur réunionnais au malheur malgache, au malheur comorien, au malheur algérien. Je reviens sur un point de ce que j'ai dit. Qu'on enseigne l'histoire de France à La Réunion, c'est naturel. Il y a pas... Mais qu'on a empêché... Certains, je suis entièrement d'accord avec vous. De faire connaître l'histoire de la Réunion. Ça, j'ai trouvé ça... Même si c'est très nuancé, parce que comme j'aime bien vous taquiner, prenez un exemple. Récemment, il y avait un débat, il fallait déboulonner des statues. Oui, d'accord avec moi? Colbert, tout ça. D'accord, déboulonnons les statues. Mais avec mon souci
d'embêter le monde. Qu'est-ce qu'on fait des belles cases créoles ? On les détruit. Tout à fait. Parce que je sache, elles n'étaient pas la propriété des esclaves ni des pauvres. Elles étaient la propriété souvent des gros blancs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les rase aussi ? On les déboulonne ? J'ai jamais dit qu'il fallait déboulonner les... Non, mais pour dire que non, je réponds. Je suis pas contre de déboulonner quoi que ce soit. Ça fait partie du passé et ça doit rester. Que ce soit Colbert, que ce soit qui que ce soit. Parce que je pense que lorsque quelqu'un commet... Même Victor Hugo a écrit quelque chose qui ne plaît pas aujourd'hui sur le racisme, sur les Africains. Mais ça ne change pas l'admiration que j'ai pour l'auteur. Victor Hugo, ça reste un monument de tout ce qui est littérature française. Mais après, je pense qu'il faut aussi voir les gens qui réagissent sur un coup de tête, sur un coup de sang. Oui. On va déboulonner, mais pour faire quoi ? Ça change quoi, de toute façon ? Qu'on le déboulonne ou pas, ça va changer. Non, mais je ne suis pas contre le fait de déboulonner. Pourquoi pas ? C'est vrai que, imaginez qu'il y ait une photo, mettons, d'Hitler au bar à choix à Saint-Denis. Ça serait tout à fait logique de vouloir la déboulonner. Oui. Mais si je pousse mon esprit, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait des cases créoles ? Qui va m'expliquer qu'une case créole, elle est à la gloire de l'esclavage, de l'esclave. Et donc, c'est dans ces maisons que vivaient des gens qui ensuite ont eu leur statut. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait des cases créoles ? On veut protéger la prison Juliette Dodu. Pourquoi pas ? Mais il faut aller au bout des choses. Détruisons les belles cases créoles. Non, cette réflexion, elle est intéressante. Elle est intéressante. Parce que qu'est-ce qu'on doit garder ? Qu'est-ce qui encourage à la liberté ? Qu'est-ce qui met l'esclavage à l'index ? Il faut se poser la question. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la Réunion, avec la façon qu'il y a eu le métissage, même le métissage, y compris le métissage forcé, on sait bien que les mulâtres, c'est parce que les femmes esclaves n'avaient pas d'autre situation que d'accepter que le maître blanc les féconde. Mais le problème, que ce soit lors d'un viol ou d'un rapport forcé, mais la question, c'est aujourd'hui, c'est savoir un petit peu dans ce mélange que nous sommes, et c'est pour ça que je disais que le monsieur, il a quand même un itinéraire qui est quand même très riche, il a vu beaucoup de choses, il a laissé une marque à lui à beaucoup d'endroits, et il a pris beaucoup de choses en lui. Alors qu'est-ce qu'il garde ? J'aime bien quand vous dites le monsieur. Ouais, il y a une forme de respect. Il y a une forme de respect. Et non, je disais tout à l'heure, il est là pour témoigner, puisque c'est lui qui a l'âge, c'est lui qui a le vécu, c'est lui qui a le secret. On parlait tout à l'heure d'un secret de famille. C'est son rôle. Et quand vous disiez tout à l'heure l'histoire de la Réunion, je suis quelque part d'accord avec vous, presque à 100%. Mais est-ce que ce rôle, il n'est pas aussi le rôle du parent ? Ce qu'on fait ce matin, on en parle. Mais dans les familles, on ne peut pas parler de l'histoire de la Réunion. Les Indiens ne peuvent pas parler de leur histoire. Le Chinois ne peut pas parler de son histoire. Et éventuellement, ensuite, dans un groupe, chacun parlant de son histoire. Et les gens connaîtraient l'histoire de la Réunion. De leur famille, déjà. Il n'y a pas qu'une censure descendue de Paris ou de je ne sais où. La censure, elle est souvent en soi. C'est comme la presse. Moi, j'ai été longtemps journaliste. L'autocensure vient souvent avant la censure. On est un peuple de censeurs, mais de censeurs pour soi. Au même titre qu'il y a des gens qui font des livres pour les vendre. Puis il y a des gens comme moi qui font des livres pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter. C'est ma liberté, je la prends. Alors, je vais rebondir dessus pour vous poser la question sur donc, votre façon d'écrire. Donc, après Itinéraire, sûrement qu'il y a d'autres projets derrière. Et alors, comment est-ce qu'on écrit ? On se prend un temps, on écrit. Est-ce que ça vient ? Comment on trouve l'idée ? Comment... votre rapport à l'écriture. Bon, je sais que c'est compliqué. C'est compliqué, mais quand on écrit, personnellement, j'écris tous les jours. Et j'écris, j'allais dire, du matin au soir. C'est-à-dire que l'histoire m'accompagne. J'accompagne l'histoire et elle m'accompagne. Dans ma voiture, j'ai toujours un carnet, je prends des notes, j'ai mon personnage dans la tête. Et à tout moment, il m'arrive d'ouvrir, soit physiquement, soit dans ma tête, d'ouvrir le livre que je suis en train d'écrire. La seule chose concrète, c'est que
j'écris tous les jours. Oui, c'est ça. J'écris tous les jours et je lis tous les jours. Et quelque part, c'est une discipline que je m'impose. Mais c'est aussi un plaisir, parce que j'adore lire et j'ai besoin d'écrire. C'est presque, quelque part, mon ordinateur, vital. c'est mon médecin, je veux dire. Hein. Si j'écris pas, je suis pas bien. Et voilà, j'écris. Et il n'y a pas de... La seule chose, c'est tous les jours. Oui. Mais il n'y a pas forcément une heure, il n'y a pas forcément de me dire aujourd'hui je fais 3 pages et compagnie. Voilà. Puis ça prend du temps. C'est Jean d'Ormesson disait que quand on fait 1 page par jour, il dit ça peut paraître pas beaucoup, mais à la fin de l'année, ça en fait 365, ça fait déjà un joli livre. Mais ça donne l'impression parfois pour le profane que il a fait qu'1 page par jour. Ben oui, mais c'est pas rien. La preuve, c'est qu'à la fin de l'année, ça fait un livre. Et si c'est du d'Ormesson, c'est un bon livre en plus. Il y a un livre sur le feu actuellement. Il y a déjà programmé un ouvrage pour dans X temps. Il reviendra. Je programme pas, je reviendrai, mais j'écris bien sûr. J'ai 2 livres qui sont terminés et je suis sur le 3e qui m'accompagne. Et pour répondre aussi vaguement à la question de notre ami, c'est grosso modo, je me donne pas un calendrier, mais je mets à peu près 1 an entre le moment où j'ai commencé le bouquin. Or, sur une idée, je vous dis tout à l'heure, le itinéraire, une géographie française, c'est parti de ça. C'est pas normal que je ne sache pas, enfin donc que le personnage, le monsieur, ne sache pas ce que sera devenu son petit-fils. Mais c'est marrant parce que rien que le fait de l'évoquer, ça me crée une émotion parce que ça m'agace. J'en veux à tout le monde, y compris au bon Dieu, de me dire mais mince, je sais pas, laissez-moi au moins le connaître jusqu'à 60. Après, je m'en vais. Mais c'est pas. Je risque de partir. Il aura 20 ou 30 ans. C'est quelque part inqualifiable. Je veux dire, c'est pas normal. Voilà. Merci Jean-Louis Rabou. C'est moi qui vous remercie. Je ne réponds pas à la dernière phrase parce que je n'ai pas la bonne réponse, je pense. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et vous me répéterez quelle était la dernière phrase parce que je... Non, si vous partez quand il a 20 ou 30 ans, ça va être désagréable. Donc, je n'aurais pas quoi dire. Merci Kosomegou, en tout cas, pour son invité et pour cet échange. Ça a été vraiment un plaisir. Et à la prochaine sortie, ou quand vous voulez, vous revenez. En tout cas, ça sera avec plaisir. On va nous tourner une page. On va regarder le dernier épisode donc sur ce reportage concernant Saint-Gilles d'Alexandre Dupuis. On se retrouve juste après. Ce ne sont pas les collines de Beverly Hills que nous apercevons. Nous arrivons à Saint-Gilles, quartier emblématique de Saint-Paul. À Villèle, la majorité de la population est de confession catholique. Mais les années 60 ont vu l'essor de l'hindouisme. Alexis Miranville, historien, spécialiste de Saint-Gilles-les-Hauts, va nous éclairer sur cette question. Après l'abolition de l'esclavage, en 1848, les Villèle se sont retrouvés à la tête de l'ancien domaine de Madame des Bassins. Ils ont poursuivi avec la même vigueur la politique de christianisation de la main-d'œuvre. Mais cette main-d'œuvre était constituée en majorité de travailleurs engagés indiens profondément attachés à l'hindouisme. Ce développement de l'hindouisme doit beaucoup à Daniel Singaini, le fondateur de la chapelle La Misère. Là, nous sommes avec monsieur Daniel Singaini, qui est un prêtre, un militant culturel et le fondateur de la chapelle La Misère et aussi un défenseur de l'hindouisme populaire. Monsieur Singaini, alors, Kosala Poussaou à devenir prêtre. C'est-à-dire, premièrement, moi, j'étais beaucoup très croyant et très religieux. Et deuxièmement, c'est que moi, je n'ai pas voulu être prêtre totalement. Au début, on devait être prêtre chrétien. Après, on a choisi prêtre hindou parce que nous avons créé une association pour avoir un temple chez la propriété de Villèle. Et dans l'association, la jeunesse à l'époque, elle a dit que moi, j'étais le seul jeune qui était capable de prendre la responsabilité d'être un prêtre. Et comme dans la communauté hindoue, c'est la population, il décide que ça sera son prêtre. Un peu comme l'Afrique, le peuple décide que ça sera son chef village. Nous, c'est le peuple qui décide que ça sera son prêtre, parce que j'ai moi comme prêtre. Et moi, là, j'ai cette responsabilité-là.
Et moi, j'ai été élu en 68 comme prêtre et président de l'association. Et là, nous, les 2014, moi, encore président, prêtre encore. Voilà. Donc, vous êtes le fondateur de l'hindouisme populaire. Quelle est la différence entre l'hindouisme populaire et le grand hindouisme? L'hindouisme populaire, c'est que nos ancêtres la sortent en Inde, on arrive ici, et en arrivant ici, premièrement, en Inde même, nous avons droit métis à nous. Nous avons droit à une nation, mariée avec l'autre nation, un culture indienne, nous avons droit avec l'autre culture indienne, en Inde même. En arrivant ici, en débarquant à Lazare, et nous sortons en Inde, nous causons avec l'autre, nous ne pouvons pas comprendre l'autre, parce qu'ils ne causent pas la même langue, pas la même culture. Donc, d'abord métis entre Indiens, après on métis avec blanc, avec Kaf, avec Malgache, avec Africain, tout ça. Mais là, on a créé une propre religion, je veux, parce que quand on prend le Telugu, Marathi, Gujarati, Korengi, en Inde, ça les diviser, pas associer ensemble. Nous, on commence à associer ensemble. Parce que dans notre prière, on a le mot Gujarat, mot Hindi, Marathi, Gujarati, et tout ça est dans notre prière. Et en Inde, c'est les Tamouls, c'est les Hindi, Gujarati, Telugu. Ici, c'est que nous avons un métissage de la religion hindoue qui arrive ici, obligatoirement, on est obligé de métisser. Et l'État français l'a dit avec l'acte économique, il faut faire un sapin à côté de l'usine pour les Indiens prier. Il n'est pas dit pour faire plusieurs nations. Est-ce qu'il arrive à vous de prier Saint-Expédie, aux parents de Saint-Expédie? Oui, moi, je n'ai rien contre. Mon papa a pris beaucoup. Mais souvent, moi-même, je ne fais pas trop la prière pour lui, mais je respecte, hein, parce que mon papa a pris ça beaucoup. Mon papa est un peu catholique. Hein. Un peu tamoul, un peu catholique aussi. Il pratique les deux religions. Nous-mêmes, on a fait un choix, on a choisi la religion hindoue. Le monde a le droit de prier catholique, on a le droit de prier Saint-Expédie, prier Jésus, prier tout. Hein. Parce que nous ne pouvons pas être dictateurs, dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais seulement nous, comme à nous, la famille, nous avons choisi que l'hindouisme pour l'instant. L'hindouisme populaire, renouvelé. Voilà. Nous vivons en harmonie. Nous sommes obligés de négocier tout ça. Parce que dans la fête Karali, dimanche de l'âge passé, on aura beaucoup de catholiques, il est là. Il est sacrifié, il fait son promesse. Fait la procession, des religions. Comprends, c'est que nous croyons que l'hindouisme populaire, même l'hindouisme de la bourgeoisie comme midi, ici, nous avons un peu trop déclaré, nous plus hindous que les bons hindous. En Inde, quand on regarde de l'ashram, on a aussi bonne photo Shiva, photo Jésus, photo la Vierge dans le grand ashram. C'est bon grands intellectuels. Mais ici, c'est que des fois, nous battons un peu à coup de tirer contre l'autre. Mais seulement, c'est pas ça qui se passe ici. Ici, l'hindouisme populaire est le plus proche. Nous sommes d'accord avec toute religion. La religion musulmane, la religion tout ça. Tout le monde est cause avec nous, tout le monde vient dans le temple, tout le monde a droit à prier. L'hindouisme, c'est une religion comme la religion chrétienne. Mais ce n'est pas comme la religion malgache. La religion malgache, c'est le culte des ancêtres, ou bien la religion chrétienne, le culte des ancêtres. Nous, c'est une religion comme la religion chrétienne. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous avons Shiva, Brahma, Vishnu, comme l'islam, les 5 piliers de l'islam. Pour moi, les 3 grandes religions dans le monde, c'est la religion chrétienne, l'hindouisme et l'islam. Et moi, je crois que notre religion, c'est une religion, il faut bien comprendre. Et certains gens peuvent critiquer nous, disent nous les barbares, mais nous sommes comme ça, nos ancêtres sont là-bas, nous sommes comme ça. Moi, je crois qu'il faut nous respecter à nous, et nous respecter les autres respectent à nous aussi. D'ailleurs, si vous permettez moi, c'est que nous avons un congrès, nous avons commencé l'année dernière, nous avons fait un congrès dravidien. C'est-à-dire dravidien, c'est descendants indiens qui sont en Inde dans la misère. Et nous avons rassemblé 1000 personnes l'année dernière d'après la presse. Nous dit qu'il y avait plus, mais la presse dit qu'il y avait 1000 personnes. Et là, ici, nous comptons rassemble le double. Et nous faisons le 26 avril l'année prochaine, congrès dravidien, mais je souhaiterais où je serai là, pour filmer, pour comprendre un peu plus bien tout ça. D'accord. Daniel Singhani s'est fait également le défenseur d'un hindouisme populaire où les cérémonies sont dirigées par des prêtres locaux avec des sacrifices d'animaux, des marches sur le feu.
Et en cela, il s'opposait à l'hindouisme des grands temples, où les offices religieux sont assurés par des prêtres qui viennent de l'Inde. Mais c'est ici, à Villèle, que le tourisme culturel prend tout son sens. Parce que, au-delà de la visite du musée, des monuments et autres traces du passé, le tourisme culturel, c'est une forme d'approche de notre histoire et de notre art de vivre ensemble. Dans le cimetière de Saint-Paul, à l'entrée de Saint-Gilles, on a érigé il y a quelques années le buste de Lecomte de Lille à l'occasion du retour de ses cendres à La Réunion, selon ses vœux. Lecomte de Lille, notre poète créole, a été le premier, à l'époque où Saint-Gilles était encore sauvage, à écrire son célèbre poème, La Ravine Saint-Gilles. Avec son ami, le grand poète La Caussade, avec de nombreux amis artistes, ils ont demandé depuis la bibliothèque du Sénat l'exécution rapide du décret d'application d'abolition de l'esclavage. Comme le disent les historiens le docteur Olivier Fontaine et Alexis Miranville, la rade de Saint-Gilles est à l'origine du peuplement de La Réunion, comme la baie de Saint-Paul. En 1665, 3 bateaux viennent à Bourbon. 2 d'entre eux jettent l'ancre dans la baie de Saint-Paul. L'Aigle Blanc, qui transporte le futur gouverneur Étienne Regnault et ses compagnons, mouille à Saint-Gilles. La rade de Saint-Gilles est bien un haut lieu historique du débarquement des premiers Français. Flibustiers, premiers marins français accompagnés de leurs femmes malgaches et indo-portugaises, pirates de tous bords, ont formé le cœur de la population réunionnaise. Les créoles que nous sommes aujourd'hui en sont les héritiers.